Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse de pouvoir vous le faire. Premièrement, j'ai passé 2 mois, mars et avril, à ne quasiment pas lire. Du coup, je ne vous faisais pas d'update lecture et je vous faisais même pas de vidéo des fois. Donc voilà. Et par contre, celle-là, depuis le début du mois de mai, je suis au taquet. J'ai lu 2 livres la semaine dernière. Pour moi, c'était la semaine du 6 mai. J'ai terminé ce matin ma dernière lecture. Donc j'ai lu vraiment 2 livres en une semaine. C'était incroyable, surtout que c'était 2 excellentes lectures. C'était même des coups de cœur. Donc je suis trop contente de vous les présenter aujourd'hui. Et on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le dernier Marie Vareille avec La dernière allumette que j'ai lu sur ma liseuse mais qui normalement est sorti aux éditions Charleston. Dans cette histoire, on va suivre un frère et une sœur, donc Gabriel et Abigail, qui ont été élevés dans une famille violente. En fait, leur père battait leur mère et ça va laisser des séquelles à l'âge adulte pour les deux. On a Abigail qui va vivre dans un couvent, on ne sait pas pourquoi, on sait juste que voilà, elle est recluse là-bas, elle ne parle plus et voilà, il y a eu un gros événement qui a fait que voilà, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi. En parallèle, on a Gabriel qui est un dessinateur, illustrateur, mais aussi un petit peu écrivain et il est relativement connu, assez connu. Et voilà, donc il va y avoir sa vie à Paris pour lui et sa vie au couvent pour elle. Et globalement, on va suivre l'évolution de cette histoire-là. Et il se trouve qu'un jour, Gabriel va rencontrer une jeune femme, donc Zoé. Ils vont se mettre ensemble et quand Abigail va apprendre ça, puisque son frère vient la voir 2 fois par mois, tous les mois depuis qu'elle est entrée au couvent. Et elle est entrée au couvent il y a au moins 27 ans, je crois, donc ça fait un bon moment quand même. Du coup, à chaque fois qu'il vient la voir, il lui raconte quand même ce qui se passe. Et quand elle se rend compte de la relation qu'il est en train de tisser avec Zoé, ça ne va pas. Elle espère que ça va l'éloigner d'elle parce que elle peut plus en fait avoir son frère qui vient la voir 2 fois par mois. Mais en même temps, elle est vachement inquiète pour Zoé parce qu'avec le passé qu'ils ont et le modèle familial qu'ils ont, elle est très inquiète pour Zoé. Globalement, c'est ça le résumé. Moi, ce qui me faisait tiquer à la base, enfin, ce qui me rebutait un petit peu, on va dire, c'est le côté couvent. Puisque, voilà, moi, tout ce qui est religion, couvent, tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais c'était du Marie Vareille, bien évidemment que j'allais le lire. Et en plus, j'avais encore en mémoire Désenchantée, que j'avais adoré. Ça avait été un immense coup de cœur. Et pour autant, le résumé ne me faisait pas du tout envie. Donc, je me doutais que j'allais apprécier ma lecture, ça c'était sûr. Et au final, c'est un immense coup de cœur. J'ai adoré ma lecture. Il y avait un côté extrêmement addictif parce qu'on veut savoir ce qui va se passer. Le récit va s'articuler avec différents points de vue. On va avoir le point de vue d'Abigail aujourd'hui. Donc elle va nous raconter en fait l'histoire de son frère, puisque comme il vient lui raconter au couvent ce qui se passe, c'est elle qui décide de raconter l'histoire. On va avoir le point de vue d'Abigail quand elle était petite, puisqu'elle allait voir un psychiatre qui lui demandait d'écrire. Et on va avoir du coup quelques extraits de ses journaux intimes, on va dire, même si c'est pas vraiment ça, mais voilà, on a des extraits de ce qui se passe à la maison quand elle est petite. On a également le point de vue de Zoé. Donc Zoé, c'est la nouvelle copine de son frère, donc de Gabriel, qui va raconter du coup sa rencontre avec Gabriel. Et voilà. Et on va aussi avoir le point de vue de Zoé qui va voir un psychologue, qui est envoyé chez le psychologue par rapport à ce qu'elle vit actuellement. Donc voilà, le récit il s'articule comme ça. On va avoir des chapitres qui vont s'alterner, des flashbacks, ce qui se passe dans le présent, ce qu'il se passe chez le thérapeute, et voilà, on switch tout le temps. Donc ça c'est vraiment très chouette parce qu'on a tout le temps envie de savoir ce qui s'est passé dans le passé d'Abigail et de Gabriel. On a envie aussi de savoir comment ça va se passer pour Zoé et Gabriel au final. Et c'est très haletant, c'est vraiment très haletant.
Le sujet abordé est très fort hein, puisqu'on est sur de la violence conjugale et d'autant plus qu'on est du point de vue des enfants puisqu'on va avoir vraiment Gabriel et Abigail qui vivent ça à la maison, qui ne comprennent pas forcément pourquoi leur mère reste mais en même temps qui comprennent aussi un petit peu, qui voient vraiment les mécanismes de leur point de vue d'enfant et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est très difficile aussi à lire parce que voilà, le point de vue des enfants c'est toujours, je sais pas, mais souvent c'est quand même plus difficile. Donc c'est quand même assez difficile, mais ce qui m'a poignardée, ce qui m'a percutée, ce qui m'a surprise, c'est les retournements de situation. Puisque Marie Vareille, elle n'en fait pas seulement un, elle en fait au moins 3. Là on est clairement sur 3 retournements de situation, clairement. Le premier, il me semble qu'il est arrivé à 40% de lecture. On croit quelque chose. Depuis le début, c'est clair, net, précis. On sait les choses par rapport aux différents points de vue. On sait ce qu'il se passe. Et à 40%, elle nous fait un retournement de situation. Et alors là, je me suis dit, mais tout ce que je pensais depuis le début, eh ben c'est pas ça. Et rien que ça, je l'ai pas vu venir. C'était fou. C'était vraiment fou. Et on se dit, mais waouh, elle est vraiment forte en fait de réussir pendant 40% quand même. C'est assez long, c'est presque la moitié du bouquin. Mais du coup, ce retournement de situation-là, il nous aide pas vraiment à comprendre où est-ce qu'on va. Franchement, il me met encore plus le doute, je sais pas trop où on va. Donc, je poursuis ma lecture. Et quand arrive le deuxième retournement de situation, sur la fin quand même, là je me dis, ah oui, là elle est vraiment très forte parce que ce qui est terrible, c'est que quand on voit ça, quand on a cette révélation-là, on se dit, mais en fait, il y avait plein d'indices depuis le début et je les ai remarqués ces indices-là. Il y a des paroles de certains personnages, il y a des pensées de certains personnages. Ça me fait tiquer, entre guillemets, mais je ne fais pas de lien, je me laisse porter par l'histoire et j'avance avec les personnages sans vraiment savoir où on va. Et quand elle nous fait ce deuxième retournement de situation-là, je me dis mais oui, en fait, mais bien sûr, c'était évident et je n'ai rien vu venir. Et ça, franchement, c'était ma deuxième claque, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs, c'était un jeu de mots assez particulier. Bref, on va passer outre. Franchement, dingue. J'étais sur les fesses. À chaque retournement de situation, en fait, j'en ai parlé à mon chéri parce que c'était tellement fou. J'avais besoin de le partager, j'avais aussi besoin de savoir, donc j'avais une frénésie de lecture pas possible et plus on se rapprochait de la fin et du dénouement potentiel, plus voilà, c'était impossible de s'arrêter. Et quand il y a eu la fin, franchement, quand on a vécu la fin, je me suis dit ah ouais, en fait c'est ça et waouh, juste waouh, franchement. Tout s'articule, mais d'une puissance, d'une émotion vraiment incroyable. Franchement, immense coup de cœur parce que tout est bien ficelé, tout nous emporte, on est dans le récit, on est avec les personnages et on va petit à petit les comprendre, on va changer de point de vue sur les personnages. Des personnages qu'on détestait, on va finir par comprendre certaines choses, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment leur pardonner leur passé? Et subjuguée. Franchement, je suis subjuguée par la dernière allumette. C'était juste incroyable. Vraiment incroyable. Et ce qui est encore plus fou, moi je le vois vraiment comme un signe en fait. On va avoir Abigail quand elle est petite avec Gabriel. Ils sont fascinés par les aurores boréales et ils décident quand ils seront plus grands de partir au Canada, d'essayer de mettre des sous de côté pour partir au Canada et pour voir les aurores boréales. Et donc on a un truc qui se passe et qui fait que l'aurore boréale ça devient quelque chose d'assez important dans le récit. Et sur la fin, donc l'histoire elle se passe en France et sur la fin il va y avoir une aurore boréale en fait à un moment donné dans l'histoire en France. Ce qui n'arrive jamais j'imagine. Franchement je m'y connais pas, je suis pas allée me renseigner mais j'imagine que c'est extrêmement rare comme phénomène. Et ce que je trouve vraiment dinguissime, c'est que la semaine où j'ai lu le Marie Vareille, donc la semaine du 6 mai, il y a eu des aurores boréales en Dordogne, d'après ce que j'ai vu sur internet. Et ce matin, j'ai téléphoné à Lucille, qui vit sur l'île de Groix, et elle me disait que la semaine dernière, du coup la semaine du 6, il y avait eu des aurores boréales, et je trouve ça dingue en fait, parce que c'est un phénomène qui n'a rien à faire chez nous,
qui dans le livre m'a surpris et c'est presque le petit truc qui m'a paru un peu... Je me suis dit, allez, on va dire qu'on excuse, mais c'est pas entre guillemets très crédible. Et en fait, il se passe ça dans la vraie vie et je me dis, mais c'est incroyable et je suis tellement contente d'avoir lu ce livre-là à ce moment-là, comme s'il fallait que ce soit maintenant. Franchement, incroyable, vraiment incroyable. Je vais m'arrêter là pour la dernière allumette parce que je pourrais être en boucle dessus, mais magistral, c'était vraiment magistral. J'aime d'amour Marie Vareille parce que franchement, c'était incroyable et je vous le conseille chaudement, mais vraiment chaudement. Je mets quand même un petit warning, on va dire. Ça traite vraiment de la violence conjugale, on a des scènes de violence conjugale, on a l'impact sur les enfants et ça peut être compliqué. Donc si c'est un sujet qui vous touche et qui vous met mal à l'aise ou alors qui vous rappelle des choses parce que vous avez vous-même vécu ce genre de choses ou vu des proches vivre ce genre de choses, peut-être que ça peut être compliqué et du coup ne vous tournez peut-être pas vers ce livre-là de Marie Vareille, mais si le sujet ne vous pose pas de problème, eh ben allez-y, les yeux fermés, c'était juste incroyable. Du coup, après avoir terminé la dernière allumette, qui est globalement un contemporain, j'ai décidé de rebasculer en fantasy. Et j'avais envie de poursuivre avec ma pile à lire pour le Flowers Books Challenge que j'avais commencé par la dernière allumette justement. Et il y avait un livre que j'avais très envie de lire depuis des mois, vraiment des mois, depuis que je vous en ai parlé dans les sorties du mois de, je sais plus quand, novembre ou septembre de l'année dernière, bref, j'avais trop envie de lire Fate and Flamme de K.A. Tucker, donc c'est le tome 1 avec un destin de rage et de flamme et moi je l'ai lu sur ma liseuse mais il me semble que la version papier c'est aux éditions Harlequin. Non, je vais pas vous donner mon avis tout de suite, même si globalement dans l'introduction je vous ai quand même dit ce que j'en pensais, mais je ne vais pas vous donner mon avis tout de suite, je vais me calmer et je vais plutôt vous faire un résumé. On va suivre Romeria qui est une jeune fille de 21 ans qui vit à New York, qui a eu une vie pas facile dans son enfance et qui en gros elle est sous la coupe d'un homme qui revend des marchandises volées à très haut prix et donc voilà il l'a recrutée, bref on s'en fiche un petit peu de pourquoi, il la recrute pour qu'elle puisse voler des choses dans des galas de bienfaisance, ce genre de choses là et elle est vraiment très douée en tant que voleuse. Donc on a cette jeune fille là qui vit dans notre monde qui lors d'un de ses casses va être contactée par Sophie qui est une jeune femme qui sait tout d'elle, qui connaît même sa véritable identité puisque pour l'instant elle évolue sous une fausse identité. Donc elle va la contacter et elle lui dit que elle veut l'engager, qu'elle est prête à payer le double voire même le triple de ce que son patron la paye. Bref, de fil en aiguille, la situation fait que Romeria, elle va être basculée dans un monde de fantasy par Sophie, qui a besoin qu'elle récupère une pierre dans ce monde de fantasy là. Donc Romeria, elle va être basculée là-bas. Son double, entre guillemets, qui est en fait une princesse qui s'est fait assassiner. Quand elle va revenir à elle, elle va être dans le corps de cette princesse-là, qui s'appelle exactement pareil qu'elle, qui a le même physique qu'elle, mais qui n'est pas elle, puisque c'est dans un autre monde. Cette princesse-là, elle était destinée à épouser Xander, c'était le prince héritier au trône de Islor. Et en fait, il se trouve qu'elle a manigancé et elle a fait tuer le roi et la reine. Elle était prête à tuer tous les descendants, donc le frère et la sœur de Xander et même Xander, sauf que il se trouve que ça a raté et elle s'est fait tuer et de fil en aiguille, la Romeria de New York se retrouve dans son corps. Quand elle se réveille, tout le monde est choqué déjà parce que elle avait été tuée. Donc tout le monde pense qu'elle elle a ressuscité en fait. Et c'est surtout qu'elle, elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Elle va sauver sans le savoir la sœur du nouveau roi du coup, puisque ses parents sont décédés. Et du coup, elle va pas se faire exécuter une deuxième fois, ils vont l'enfermer. Et c'est là que ça va commencer en fait, puisque elle est amnésique entre guillemets, puisqu'elle ne se souvient que de sa vie à New York. Elle ne sait pas du tout ce que la princesse a fait dans les semaines et les mois précédents. Elle n'a aucune idée du monde dans lequel on est. Elle ne croit pas du tout aux créatures, à la magie. Franchement, c'est vraiment une page blanche et elle est basculée dans cet univers-là et
Voilà, globalement c'est ça le résumé. Je pense que c'est un résumé beaucoup trop long, mais vous devez comprendre que c'est un coup de cœur pour moi. Je suis on fire, sans mauvais jeu de mots cette fois-ci. Franchement c'était incroyable, vraiment un coup de cœur monumental. Je l'ai terminé ce matin et je ne vous cache pas que c'est très difficile de ne pas enchaîner avec le tome 2. Surtout que, paradoxalement, le tome 1 se termine avec une grosse péripétie. Je me doutais que ça allait se finir entre guillemets mal et que ça allait être terrible. Et en fait, ça se finit mal, il y a une grosse péripétie, mais pas celle que j'imaginais. Et je suis plutôt contente de la péripétie qui est mise en place et de comment les personnages vont réagir face à cette péripétie-là. C'était vraiment incroyable, mais vraiment incroyable. Le personnage de Romeria, je l'adore, franchement, je l'adore. Elle s'en sort vraiment bien parce que franchement, se dire que je m'identifie un peu à elle, même si au final je suis pas une voleuse professionnelle, mais je m'identifie quand même vachement à elle puisque je me dis, si moi j'étais basculée dans un univers de fantasy, même si j'en lis énormément, arriver dans un monde comme ça où tout le monde me déteste, tout le monde veut m'exécuter parce que je suis accusée d'avoir commis un régicide, je crois que c'est comme ça que ça se dit, bah franchement ce serait difficile de réussir à faire face à ça et elle y arrive vraiment très bien et les personnages sont fous, franchement les personnages sont fous. Le roi, Xander va être avec elle d'une façon qui est terrible parce que il lui en veut vraiment, et ça se comprend totalement puisqu'elle a quand même tué ses parents. Il lui voue une haine pas possible, mais il est quand même attiré par elle. Et ce qui est difficile, c'est que Romeria, c'est une autre personne en fait. Elle n'est pas vraiment amnésique, mais elle est dans le corps de la femme qu'il a aimée, qu'il a trahi et qu'il déteste, mais pour autant il commence vraiment à avoir de l'affection pour elle, puisqu'ils vont quand même se rapprocher pour comploter parce que Xander il a envie de savoir qui a aidé Romeria à monter tout ce plan, puisqu'il sait qu'il y a une taupe à l'intérieur des murs du château, et donc il se dit que comme personne n'est vraiment au courant, à part les personnes vraiment très proches du roi, il y a moyen de faire croire quelque chose pour que ses complices à elle puissent se manifester. Donc il va être obligé de passer du temps avec et c'est vraiment pas la même personne, donc franchement il est vachement étonné sur plein de trucs, mais en même temps il la déteste, mais il est quand même vachement attiré par elle, et de fil en aiguille on apprend plein de choses de pourquoi il est autant attiré par elle. Elle est quand même un petit peu attirée par lui parce que même si elle découvre quelque chose qui la hérisse, elle se rend compte aussi qu'il a envie de changer les choses, que c'est un roi qui est bon, qui veut le meilleur pour son peuple, et ça je trouve ça vraiment très chouette. Et non, franchement, trop bien. L'univers est top. La mythologie au niveau des 4 sorts qui sont en fait des divinités, je la trouve vraiment géniale. Les pouvoirs aussi. La façon dont les elfes, entre guillemets, puisque le peuple d'Ibaris, donc de là où vient la méchante Romeria, comme on dit dans le texte, et Xander qui vient du peuple de Islor, en gros c'est des elfes, plus ou moins. Sauf que c'est deux branches elfiques différentes et le peuple d'Ibaris déteste le peuple de Islor puisque justement il y a un côté vampirique. Parce qu'ils sont obligés de se nourrir de sang humain. Alors pas que, mais voilà, il y a un peu la force surhumaine, il y a une sorte d'immortalité, même si au final c'est juste qu'ils ont une espérance de vie très longue. Ils finissent quand même par mourir à un moment donné, mais c'est quand même très long. Et au final, je trouve que tout ça s'articule vraiment très bien. On a des prophéties, on a toute l'historique de où viennent les elfes entre guillemets, qui a des pouvoirs, comment est-ce qu'ils vont s'en servir. Elle va découvrir tout ça et on va découvrir tout ça avec elle. Et je trouve ça vraiment génial, mais vraiment génial. Et cette fin, comme je vous disais, c'est terrible. Mais ce que je trouve bien, c'est que les personnes qui sont vraiment proches, entre guillemets, de Romeria, de la nouvelle Romeria, donc son garde, donc Elisaf, que j'adore ce personnage, mais vraiment, c'est mon chouchou. En fait, ils vont comprendre que c'est quelqu'un d'autre et ils vont commencer à lui faire confiance et ils ont raison de lui faire confiance. Et franchement, je trouve ça trop bien. Bref, coup de cœur monumental et vraiment très difficile de ne pas enchaîner avec le tome 2. Vraiment, c'est très difficile pour moi actuellement.
Je vais repartir dans un autre univers avec des personnages que j'adore aussi. Ça va m'aider à casser un petit peu mon engouement, enfin peut-être pas à casser mon engouement, mais à réfréner mes ardeurs. Et je lirai le tome 2 dans les prochaines semaines, ça c'est sûr. Mais en tout cas, juste une pépite. Si vous aimez les complots, la fantasy, les pouvoirs, tout ça, et ben allez-y les yeux fermés. C'était juste trop bien. Du coup, je vais vous laisser là-dessus parce que cet update lecture est finalement sans doute un petit peu long. J'ai fait le tour. Globalement, la dernière allumette de Marie Varey, c'était incroyable. Le tome 1 de Fate and Flamme de K.A. Tucker, c'était incroyable. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est deux univers totalement différents, mais qui valent totalement le coup. C'est pépite, franchement. Allez-y et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé si jamais vous les avez lus parce que... je suis on fire. Du coup, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!